Avant de démarrer sur le conseil municipal, nous allons choisir un ou une secrétaire de séance. Il ne faut pas que j'oublie une, n'est-ce pas Anne? Un ou une secrétaire de séance. On te souhaite bien sûr la bienvenue. Qui est volontaire? Philippe Willem, tu n'avais jamais été. Si? Ah oui. Le mec de l'ombre. Ah oui, moi je pense pas. C'est de l'ombre. Je vais éplucher les procurations du jour. Vous souhaitez bien sûr à tous la bienvenue pour ce premier conseil municipal de l'année. Si vous m'entendez bien. Peut-être que je redroit à mon petit micro paroissial. C'est noté. Vous pouvez l'avancer, monsieur? Ben, c'est un peu compliqué, mais bon, je vais essayer de parler plus fort. Donc, de Madame Lavergne à Madame Marza, de Monsieur Renolo, j'en ai évoqué tout à l'heure, à Madame Fritsch, de Madame Chen-Ribeiro à Madame Escola, non, à Monsieur Cazenave. On peut se taquiner entre nous. Madame Hoffman à Monsieur Gel, Madame Fuster à Monsieur Morisset, Monsieur Pellisser, qui est le service aussi comme Madame Fuster, à Monsieur de Bever et Madame Vignot à Monsieur Perrondet, Madame Lescombe à Monsieur Masse, Madame Leblanc à Madame Crombé. On est bon, j'ai oublié personne? On peut démarrer? Donc, un petit retour sur l'actualité. Déjà, il pleut beaucoup. J'ai bien sûr pensé à ces pauvres manifestants qui ont défilé sous la pluie, mais surtout en tant que président du CIAPEL, je me réjouis que nous retrouvions de l'eau sur le territoire. Si nous avions retrouvé notre niveau des lacs à la Cano déjà depuis quelques jours. Nous avons déjà ouvert l'écluse de Battegin. Donc on reste au niveau du lac aujourd'hui. Je vous rappelle que notre eau part. J'ai pas terminé. Donc on ouvre les écluses vers le bassin d'Arcachon. Mais celle du lac de Carcan, Lourtin, est toujours fermée depuis mars 2021. Il y a encore un déficit d'à peu près 25 cm. Donc on est en train de le remplir aussi. On avait dit, et Franck Hénault l'avait soulevé en comité de direction, que le lac d'Ourtin-Carcan avait un tiers de chance de retrouver son niveau qui lui permettait d'avancer sereinement et d'être tranquille. Bon, ça sera peut-être le cas parce qu'on est quand même bien parti. Et puis on annonce dans le mois de janvier des précipitations fortes. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'un lac qui a des eaux stagnantes depuis plus de 24 mois, si nous n'avions pas ouvert avant l'été, ben, ça peut être un danger pour les cyanobactéries, pour les activités de présence et pour l'activité économique et touristique. Donc nous, on n'a pas ce genre de problème, puisque sur le bassin versant, on est la commune qui récupérons pratiquement toutes les eaux du territoire. On est 14 communes qui font partie de ce syndicat. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et on passe bien sûr à nos collègues et amis de Ourtin et Carcan et leur population pour que leur lac, qui est 4 fois plus grand que le nôtre, et qui avait un déficit après l'été de plus de 50 millions de mètres cubes d'eau en son sein, vous notez bien que ça ne se remplit pas du jour au lendemain. Donc c'est plutôt une bonne chose et comme je l'ai dit pour le vœu, je vais continuer à souhaiter qu'il pleuve en dehors des périodes de stationnement payant. Et pour les travaux aussi bien sûr, puisque vous avez su que jusqu'à Noël on a eu un temps magnifique, il y avait une arrière-saison extraordinaire, et bon, maintenant qu'on a démarré les grands travaux de la ville, on va prendre un peu de retard puisque les intempéries nous frappent et que les travaux, même si je vois des entreprises travailler sous des conditions parfois particulières. Je reviendrai aussi rapidement sur les vœux du conseil municipal et du maire samedi matin à notre salle des fêtes. Moi j'étais très ému, ça fait du bien de se retrouver. Je pense qu'après tous les petits mots que j'ai reçus, que la cérémonie a été appréciée. C'était un bon moment de convivialité et nous avions besoin de nous retrouver. Et puis nous avons poursuivi vendredi avec une belle soirée aux agents. On n'a rien perdu au baby-foot, n'est-ce pas Philippe? Il y a quelques-uns qui ont voulu jouer avec nous, on s'est aperçu que quand même, on avait encore de beaux restes. Et c'était un jeu de notre temps. Si on les prend aux jeux vidéo aujourd'hui, on reste en difficulté. On reste en difficulté. Mais c'était une soirée bien sympa où on a pu partager, fêter de beaux départs à la retraite. Nos agents de l'accueil périscolaire ont bien chanté pour notre chauffeur de bus, Joël May, qui est parti à la retraite. Je pense qu'il aurait bien aimé rester encore plus longtemps, mais il avait fait déjà des années supplémentaires. Donc on aura l'occasion de fêter son départ. Féliciter aussi tous ceux qui se sont mobilisés
Alors, je pense bien sûr à Corinne, au président Christian Bourrico de la CCA, à Jean-Pierre Lambert aussi, qui a eu un rôle important dans ces battues, puisque vous savez que le sanglier trouve un milieu prospère à son développement sur notre belle commune, que sur les forêts privées et communales, beaucoup d'actions sont lancées par les ACCA. C'est un peu plus compliqué sur la forêt domaniale, mais notre référent local aujourd'hui quand même travaille avec nous pour essayer de multiplier le nombre de battues. Mais on s'aperçoit que de gros dégâts sont sur la ville, et puis ça commence à faire peur parfois à la population quand on les retrouve dans les rues au milieu des habitations et parfois au milieu des enfants de la commune. Donc je pense à des quartiers où vous avez fait des beaux prélèvements, je crois que c'est 12 samedi dernier, j'étais 6 au Cousseau la semaine dernière, avec la réserve nationale, on travaille aussi de concert pour mener ces battues. Mais je m'adresse aussi aux personnes qui y voient toujours le mal quand le chasseur sillonne la commune. Je dis bon, ces prélèvements pour nous, ils sont très importants, que ce soit sur le sanglier ou sur les autres. Ces battues administratives, c'était le cas là, elles sont indispensables à notre commune, donc on n'est pas là pour organiser des prélèvements sanguinaires, mais on est là pour faire les choses pour que ça se passe le mieux possible, parce que si on laissait faire 3-4 ans sans battu, je pense qu'on les aurait avec nous en train de pique-niquer. Donc ça serait un peu compliqué. Et puis c'est un risque aussi, il faut le rappeler, pour la santé et pour la sécurité publique. Je rappellerai bien sûr, et ça c'est un peu compliqué de le faire entendre, qu'il ne faut pas les nourrir. Et il y a des gens aussi qui s'amusent à les nourrir. Donc plus on les nourrit, plus ils se sédentarisent à des endroits et plus ils embêtent les habitants. Donc bravo à la CCA, c'est plus de 100 sangliers je crois, qui depuis le début de la période, hein, on est loin du compte encore, mais bravo pour tous vos efforts. Donc on fait un petit point de travaux aussi sur la sécurisation des entrées de ville, la route du Baganet vous avez vu, la route de Carcan aussi, la route de l'Atlantique au Huga, la Grande Escour aussi. On a peut-être des travaux à reprendre sur ce ralentisseur, on ira voir ça avec le directeur des services techniques. L'assainissement, c'est un chantier qui a été rondement mené. On a à peu près 15 jours de retard, mais c'était un chantier immense, puisqu'on partait du PR12 à Marinat-Talaris qu'il fallait refaire pour aller jusqu'à la station d'épuration. Les travaux sont presque terminés, il risque un passage à faire, vous avez vu que la route était barrée au droit de la Villa Épin, la Villa du Commandant, mon cher René. Donc mise en service normalement du PR12 et de la nouvelle canalisation, qui double celle qui est existante, début février. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, puisque vous voyez aujourd'hui, avec toutes les précipitations qui sont tombées, on avait quelques habitants qui étaient un peu gênés par leurs eaux sales. Voilà, donc raccordement et mise en service début février. Route du Lion, la première tranche avait été terminée avant les vacances de Noël, les travaux ont repris. Cet aménagement, je me suis arrêté sur quelques riverains qui sont venus m'interpeller. Ils nous ont remerciés d'abord d'avoir effacé les réseaux avec des vrais problèmes électriques qu'il y avait sur tout le quartier sud. Donc aujourd'hui, on a épuré tout ça, on a effacé tous les réseaux, on refait la voirie et surtout la voie cyclable qui partira dans le futur depuis le centre-ville pour rejoindre le plan plage. Comme ça, les habitants de tous ces quartiers pourront rentrer et aller dans le centre en toute sécurité. Voilà. Front de mer, vous avez vu, place de Gaulle, le front de mer, ils sont en train de creuser pour les collecteurs. Place de Gaulle aussi, on a sorti la rosace à la Villa Plaisance dans un premier temps. Les gros travaux démarrent le 10. Oui. Sur le rond-point. Et de Gaulle, on va fermer le rond-point à partir de lundi. Donc les sens de circulation, j'ai demandé avec Philippe de renforcer la signalisation et qu'elle soit surtout adaptée au jour et pas 3 semaines à l'avance. Donc c'était un peu compliqué, parce qu'on a fait tourner les gens. Mais ça les habituait un peu, au moins les livreurs et tous ceux qui rentrent dans la station. Donc on redonnera la priorité aux piétons, aux vélos, et les habitants de la Canocéan pourront en toute sécurité pouvoir investir le centre. L'accès au commerce, bien sûr, est maintenu sur tous ces espaces-là. Voilà. J'ai pu le vérifier encore hier matin sur une réunion de chantier. Et puis, mon cher Hervé, nous allons attaquer bientôt le confortement de l'ouvrage avec le rehaussement sur le front de mer. Donc, c'est des travaux que vous verrez démarrer. Le chantier s'est installé le 25 janvier à peu près. Ils ont commencé déjà pour poser les premiers cailloux. Le 30. Le 30. Ouais. Donc ça aussi, on aura toute la signalétique en place et toute la communication nécessaire pour expliquer, même si c'est un chantier que vous connaissez, que nous avons déjà beaucoup expliqué, puisque
le dernier épisode de communication en date, c'était l'enquête publique qui a permis à Madame la Préfète de signer l'arrêté d'autorisation de réalisation de ces travaux. Travaux de Moidouce, traversée du Bourg, on continue à avancer. On a décidé bien sûr de concentrer tout ça. Vous savez, 2 km de voirie aménagée avec pistes cyclables, tous les équipements, le mobilier urbain et surtout la renaturation avec les plantations. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on va vous embêter encore quelques mois. Mais c'est un chantier qui va changer et qui va bouleverser un peu les habitudes des habitants de la commune qui pourront en toute sécurité, et c'est ce que nous souhaitons, investir le centre-ville en vélo et repartir vers leur domicile. L'avenue des Landes, c'est presque terminé. On va rattaquer en début d'année pour aller en vélo et à pied vers la zone de la Meule, et ça c'est important de le faire pour permettre justement cette sécurité, mais permettre surtout tous les employés qui embauchent le matin là-bas, les services techniques en particulier de la commune, de pouvoir embaucher en vélo le matin, donc c'est plutôt bien. Travaux d'hôtel de ville, là par contre on a pris pas mal de retard. J'espère que d'ici 3 mois ou 4 mois, on aura la possibilité d'observer l'agrandissement de cette salle, qui nous sert bien sûr pendant les conseils municipaux, mais aussi pour les mariages et toutes les cérémonies. On est une commune qui aujourd'hui a grossi et qui, bien sûr, doit recevoir ses habitants dans les meilleures conditions possibles. Ça aussi, c'est une action en faveur de la qualité du service public. Donc, fin des travaux, je l'espère, à l'été. Les services qui sont prévus au rez-de-chaussée, je l'espère, au cours du mois de mars, réintégreront la mairie. Donc, ça nous permettra de libérer les espaces et de pouvoir réorganiser le travail. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne avec des économies d'énergie, mais aussi quelques retards sur ce chantier. L'agenda de la ville, on l'a dit, de la lecture à la Ludo Médiathèque le vendredi 20 à 18h. Nous avons, et ça c'est important, j'espère que vous avez révisé vos gammes et que vous entraînez dans votre cuisine ou dans votre salle à manger, le repas des aînés au COSEC. Nous sommes déjà 360 inscrits, donc on le fait bien sûr au COSEC, puisque la jauge dernière, sur la salle des fêtes, c'était compliqué de se mouvoir après et pendant le repas, donc on passe au COSEC avec 360 personnes inscrites. Le samedi 21 à 21h, le théâtre des Salinières avec qui a suicidé Angela. Le samedi 21, le dimanche 21, la Transgirondine des Sables qui est organisée par le comité girondin de Charavoile. J'espère qu'ils vont passer à marée basse. Le vendredi 27 janvier, la permanence du maire à Plaisance. C'est le matin, il me semble. Le samedi 28 janvier à 21h à l'ESCO, le spectacle Nuit d'ivresse, pièce de théâtre de Josiane Balasco. Le 4 février, la remise du chèque pour le Téléthon, qui est important cette année. Le mercredi 7 février à 19h à l'ESCO, la réunion publique sur le bilan de la stratégie locale, on n'a pas raté. Le vendredi 10 février, don du sang à la salle des fêtes de la Canovide de 15h30 à 19h. Et si vous écoutez les différents canaux d'information, vous apercevez qu'en France, on est en manque aujourd'hui de sang et il faut absolument aller donner son sang. Le mercredi 15 février au mardi 21 février, c'est le festival 7 jours au cinéma Escours en partenariat avec nos amis d'Artec. Le dimanche 19 février, le bal de la Sorga. Le samedi 27 février à 21h à l'Escours. Oula, alors c'est cobre-feu ou cobre-3 ? Bon, un spectacle de jonglage, manipulation d'objets. Et le prochain conseil municipal, le mercredi 1er mars. Voilà, j'en ai terminé avec les infos. Je vais vous demander si vous avez des observations à faire sur le procès verbal du 14 décembre. Je vous remercie, je considère que vous l'avez approuvé. Et nous démarrons avec la délibération numéro 1, les actes authentiques pour la constitution de servitude avec Enedis. Alors il y a aujourd'hui dans ces constitutions de servitude... Oui, je considérais qu'il n'y avait pas d'observation. Ah, sur le conseil municipal du 14, oui. Oui. Et sur le relevé de décision, vous ne l'avez pas notifié. Oui, pardon. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de vote à donner, donc les relevés de décision, est-ce qu'il y a des commentaires sur le relevé de décision? Oui, ah, mais voilà. voilà. Que je m'y retrouve. Oui. Il n'y en avait pas beaucoup, c'est vrai, donc Non. je suis passé à côté. Jean-Yves, as-tu un micro? Dites-moi tout, Mme Crombé. Ah, avec plaisir. Ah, c'est un doute total. Bon, j'ai seulement 2 remarques à faire et une aussi au nom de Madame Leblanc. Ah. Alors, je voulais savoir pourquoi dans ce relevé de décision ne figure pas une décision que vous auriez prise pour le bien-être des personnels ainsi que son coût.
En effet, nous vous savons très attachés à la qualité de vie des personnels communaux dans l'exercice de leur mission. Pour nous, toute dépense du budget communal leur est pleinement justifiée quand elle conduit, en outre, à un meilleur service public au profit des citoyens. Dans ce registre, Horizon Lacano a fortuitement appris que vous auriez fait équiper pour environ 2 000 € le véhicule de la police du lac d'un EAD, unité de test anti-démarrage, expérimental avant de le déployer sur l'ensemble du parc communal. Alors, c'est pas expérimental, Madame Crombé, parce que ça existe déjà sur les bus. Oui. Donc voilà, la police doit montrer l'exemple. Poursuivez. Bon, cela fait plusieurs fois que le conseil municipal n'est pas rediffusé sur YouTube pour des raisons techniques. Ne peut-on doubler par sécurité avec un enregistrement audio? Et en outre, pourrait-on revenir à une diffusion en direct? Nous l'avons déjà évoqué. Le coût de la diffusion en direct est important. Par contre, nous l'envisageons quand cette salle sera équipée après travaux. On redébattra, je ne vous donne pas d'informations. Ne dites pas que je vous ai assuré après ce conseil qu'une fois les travaux terminés, on rediffusera en direct. Si on l'a abandonné, c'est que la période Covid a été rude et il fallait le faire, mais le coût par conseil municipal était un coût important. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas souhaité poursuivre la diffusion de ce conseil. Mais je vous remercie pour le plaisir que vous prenez à noter l'attachement que nous avons pour notre personnel. Ça, c'est plutôt agréable. Je vous en prie. Et maintenant, pour clôturer avec Madame Leblanc et moi-même, pourriez-vous nous fournir tous les tableaux des tarifs de stationnement payants en votre décision du 19 décembre 2022 qui a été modifiée le 10 janvier 2023? Est-ce qu'on pourrait avoir les tableaux? Oui. J'aurais peut-être pas besoin de demander à la CADA de vous les diffuser, puisque je sais que vous êtes très à cheval sur le contrôle de l'égalité de nos décisions. Donc les tableaux, je pense que je n'aurai pas besoin de demander à la CADA et que si vous me faites une petite demande écrite, je vous fournirai, bien sûr, les tableaux des nouvelles décisions sur ces tableaux-là. Merci. Allez, on attaque. C'est bien le 1er mars, le prochain conseil est mercredi. Oui. La piscine. Allez, acte authentique, constitution de servitude. Alors, c'est où des régularisations, des actualisations? Donc, je ne vais pas vous lire, j'espère que vous me le permettrez, de les parcelles qui aujourd'hui devaient être mises à jour avec les vices. Donc aujourd'hui, la délibération elle est là pour approuver cette liste de constitution de servitude pour le passage des réseaux et des vices sur les parcelles mentionnées et de m'autoriser à signer les actes portant constitution de servitude. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération? Monsieur Mas, je vous écoute. Merci. Oui. Bonjour à toutes et à tous et tous mes voeux à ceux que je n'ai pas vus pour cette année 2023. Donc par rapport à cet acte authentique, on a la convention, les parcelles, la nature et l'indemnité. En fait, sur la nature, il y a marqué ligne 51 mètres. Est-ce qu'il serait possible, alors peut-être c'est dans les conventions, mais je ne l'ai pas vu, c'est de voir une ligne avec le voltage, et si c'est une ligne aérienne ou souterraine, en fait, voilà, parce qu'en fait, aujourd'hui, le risque dans le cadre de ces servitudes, c'est aussi de savoir le réseau qui passe dessous par rapport à la puissance électrique sur le réseau. Voilà. C'est essentiellement ça, c'est sur une approche, parce qu'effectivement, on voit ligne 26 mètres, est-ce que c'est une basse tension? En tout cas, il y a un risque, mais il est moins soutenu qu'une ligne haute tension qui sera enterrée, comme on a vu dans la ZAC à une époque, dans les années 2000, où on avait des lignes enterrées à 60 cm. Voilà. Mais c'était juste sur la nature la nature et le voltage de la ligne, en fait. Je ne sais pas si nous aurons besoin de le mettre dans ce tableau-là, mais nous avons besoin surtout de le savoir. Voilà, exactement. Là, vous avez raison. Donc, ça fera partie de beaucoup de relevés que nous avons à faire dans le futur sur la commune, sur la voirie, et qui fait partie justement de ces informations qui sont indispensables. On a pu s'apercevoir lors de travaux récents qu'on avait quand même trébuché sur un ou deux câbles importants dans la commune. Donc ça s'est résolu très vite. Et je crois que nous avons besoin aussi de savoir, et vous avez raison de le demander, mais dans la convention par elle-même, je ne sais même pas si c'est spécifique. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2, habilitation du maire à signer un protocole d'accord à l'entente d'accord dans le cadre d'un contentieux devant le tribunal administratif. Vous connaissez ce lotissement par cœur, ça fait 30 ans que ça dure. Donc on avait lors du
PLU régulariser, un peu pas régulariser, acter le fait que sur ces terrains-là, il n'y avait pas possibilité de construire, après diverses procédures administratives ou judiciaires. Donc aujourd'hui, la SCI Quadrille avait autorisé en 97 un permis de construire. Il a été annulé par la Cour administrative de Bordeaux le 30 décembre 2004, mais en tout temps, bien sûr, il y avait eu des ventes de lots. Donc les époux Van Suisse ont déposé une demande de permis de construire le 8 février 2013, portant sur la construction d'une maison individuelle d'une surface de 165 mètres carrés. Et le maire d'Acano a imposé un sursis à statuer dans le cadre de cette demande pour une durée de 2 ans. Et suite à un jugement du tribunal administratif dans une affaire similaire rendue le 5 mars 2015, le maire a fait droit à la demande de permis, puisque le sursis à statuer était terminé et que les terrains ont été zonés en ce sens-là par un arrêté du 27 avril 2015. L'association de la forêt, le tribunal administratif, a par jugement de 26 janvier 2017 annulé le permis de construire en retenant la méconnaissance des dispositions de la loi littorale. Le jugement a été confirmé par la Cour administrative de Bordeaux, ce qui nous a permis d'ailleurs, dans le PLU, de régulariser toutes ces situations, une bonne fois pour toutes. Mais rappelez-vous, le tribunal, dans un premier temps, nous avait obligés à signer le permis de construire, et le même tribunal, 2 ans après, nous a demandé de le retirer. Donc c'était un peu fort de café, mais les époux et les consorts Van Suisse, se trouvant dans l'impossibilité de réaliser leur projet, ils ont saisi la commune d'une demande indemnitaire. On a déjà indemnisé, alors pas nous bien sûr, mais notre assureur, notre terrain qui est à côté de celui des Van Suisse, donc on s'est retrouvé dans le même cas de figure. Donc l'assureur va bien sûr prendre en charge l'indemnisation des consorts Van Suisse. Sur ces terrains-là, il n'y a pas possibilité qu'il y ait d'autres affaires, mais aujourd'hui, il faut quand même que quand je signe un certificat d'urbanisme ou un permis de construire, je vérifie à 2 fois que, alors c'est difficile parce que les interprétations des services de l'État, même sur la plus voie au tribunal, puisque nous avons gagné 2 affaires la semaine dernière, suivant l'endroit où ça se trouve sur la commune, on a des décisions inverses. Alors aujourd'hui, on a des jurisprudences qui viennent conforter notre avis sur certains secteurs. Le SCOT, vous le savez, qui a été arrêté en décembre et qui sera, je l'espère, approuvé au mois de juin et juillet, permettra aussi de régulariser certaines situations. Mais il ne faudrait pas que l'on se mette en danger quand je signe un certificat d'urbanisme ou un permis et qu'il est retiré par une décision de justice 3 ans après, que nous soyons obligés d'indemniser le propriétaire de chaque terrain qui s'est vu refuser un terrain par la justice. Donc le SCOT permettra d'éclaircir toutes ces zones qui seront considérées comme des villages, et ça c'est une bonne chance pour nous, mais il faudra faire attention quand même à pas engager la signature et la responsabilité de la commune, parce que ça pourrait coûter cher dans le futur, quand vous savez que nous avons en cours, alors pas en cours puisque nous avons eu les jugements la semaine dernière, 16 contentieux avec l'État et que sur la communauté de communes c'est 155. Vous doutez bien qu'on a besoin d'éclaircissement en termes d'urbanisme et que les interprétations qui sont faites par les services de l'État déconcentrés de la Gironde ne sont pas souvent à notre avantage, et l'interprétation des diverses réglementations qui se sont empilées ces derniers mois nous laisse apparaître qu'il y a un gros travail à faire avec le législateur, mais aussi avec le nouveau préfet de région et de département qui vient d'arriver. Donc la délibération, elle a été aujourd'hui, elle m'habilite à signer ce protocole d'accord de transaction entre la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique, dénommée Groupama Centre-Atlantique, et de Madame Joëlle Van Suisse et de Monsieur Marius Willem Van Suisse, pour un montant de 85 000 €. Il faut savoir que nous étions assurés, encore il y a quelques années, contre ce genre de préjudice, mais qu'aujourd'hui ce risque n'est plus pris en compte par les assurances. Alors sur ce secteur-là, c'est terminé, il n'y en aura plus. C'est pour ça que je vous dis qu'avant de signer un CU, il va falloir faire très attention et que le propriétaire qui vient acheter le terrain, s'il a un CU, ne se retourne pas contre la commune pour le demander à être indemnisé. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 2. Je vous remercie. Oula, vous avez tous les dossiers contentieux, mais... Nous passons à la délibération numéro 3, la modification des statuts de la communauté de communes de l'Ouest-Atlantique. Alors c'est des statuts qui sont modifiés à la marge, puisque c'est après correction, bien sûr, une fois de plus, du contrôle de l'égalité et des services de l'État. Donc je sais que vous me ferez gré de ne pas relire l'intégralité
de cette délibération. Donc ceux qui siègent à la communauté de communes l'ont déjà vu, puisqu'on a déjà délibéré sur cette modification des statuts. Donc c'est purement administratif, hein. Il n'y a pas bien sûr sur le fond de changement de fonctionnement et d'abandon de compétences, mais il y a plutôt un éclaircissement de la part des services de l'État sur nos statuts. Donc sur ces éléments techniques, avez-vous des commentaires à faire ou des observations? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 4, bilan et ajustement des autorisations de programme. Monsieur Adrien de Beuvert. Oui, merci Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, cette première délibération financière concerne les APCP, hein, c'est-à-dire les autorisations de programme, les crédits de paiement. Vous savez que c'est maintenant un outil qu'on utilise de plus en plus en matière d'investissement, qui permet d'avoir une visibilité plus précise et surtout un lissage sur les différentes années quand on est face à des dépenses pluriannuelles. Ce qui va générer, ce qui génère donc chaque année un bilan et des ajustements, c'est l'intérêt de cette mécanique. Et donc en l'occurrence c'est le cas pour cette année. Vous avez donc en pièce jointe l'ensemble des APCP concernés. Alors on constate en fait deux phénomènes. À la fois un glissement dans le temps de certains projets qui sont liés à deux aspects. D'abord des retards pris du fait de contraintes actuelles, on va dire, qu'on peut connaître dans ces métiers-là. Et aussi probablement qu'au niveau de notre fonctionnement, on n'est pas encore tout à fait habitué à ces APCP. On a tendance encore sur la première année à charger un peu la barque, alors qu'en réalité, on devrait sans doute un peu plus étaler. Donc voilà, donc ça traduit forcément donc un lissage. Hein. Bon, c'est pas une problématique en soi. Et c'est tout l'intérêt justement de le mettre à jour en fin d'année. Deuxième élément, aussi un élément très contextuel, c'est qu'on peut constater que là pour le coup sur l'AP, c'est-à-dire sur le programme global, qui est donc le plus à droite dans le tableau, on voit qu'il y a malheureusement quelques dérapages de prix par rapport au montant estimé. C'est évidemment lié aux problématiques d'inflation qui nous touchent aussi en matière d'investissement, comme toutes les communes de France. Voilà. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur ces APCP? Monsieur Mas. Oui, alors comme ça a été vu justement en commission de finances, effectivement on pouvait s'interroger sur les écarts. Alors vous venez de justifier, effectivement, de le reprendre. Je reste quand même très surpris sur la partie trait de côte où on était sur 9 144 ancien montant et on arrive à 12 276. Donc même si effectivement on a une évolution de l'inflation, on a des révisions de prix, c'est vrai qu'il faudra quand même, donc là on sera en 2026, sur la fin 2025 exactement, nouveau CP 2025 c'est 3,9 millions. Donc regardez. On aura peut-être, comme on peut le pressentir, des bonnes surprises, et effectivement on sera peut-être à 9 144 et non pas à 11 276, parce qu'effectivement ça ce sont des chiffres qui seront revus, mais effectivement c'est le seul qui m'interpelle un peu dans la mesure où là on est quasiment sur 20% par rapport à l'écart entre un ancien montant et le nouveau montant. Voilà. Oui, vous savez, on l'a évoqué effectivement en commission finance. Le calcul qui est fait dans ce lissage sur plusieurs années, en fait on se base sur l'inflation de cette année qui est autour de 7%. On peut effectivement espérer, alors en 2023 il n'y a pas beaucoup d'espoir, mais par contre on peut espérer que dans les années suivantes, le niveau d'inflation sera plus faible et donc on pourra sans doute réviser un peu à la baisse, même si on sera sans doute plus sur le 9 144 000, ça va pas. Malheureusement il faut faire un croix dessus. Avec une subvention supplémentaire de 500 000 € de l'État. Oui, absolument. Il y a évidemment les recettes en face. On verra, on a quand même eu les appels d'offres, que les est correct. À partir du moment où on m'entend plus. Vous n'avez pas de question comme moi, M. Mass, comment on va faire pour se parler? Oui, j'ai perdu le fil, oui. Sur les appels d'offres, finalement, dès qu'on est sur de la voirie classique où on s'aperçoit que les prix ne se sont pas enflammés, dès qu'on va se sortir du sol, que ce soit bâtiment, mobilier urbain ou tout ce qui tourne autour, on s'aperçoit que là, quand même, il y a de sérieuses différences de prix. Mais j'ai l'espoir qu'on maîtrise ces coûts-là et que les partenaires nous accompagnent toujours. Donc, si vous regardez le panneau qui est affiché sur le square Elie-Soulero, vous chercherez le montant de la commune. C'est vrai qu'on est plutôt sur un accompagnement exceptionnel et on est un peu envié
par les communes qui finalement, à qui je répète depuis des années, surtout au niveau Médoc, de construire tout leur document planificateur et en particulier leur schéma des mobilités, puisque toutes ces subventions, si on n'avait pas eu ce schéma des mobilités, que ce soit de plus d'1 million d'euros sur la traversée de ville, quand on est sur une alternative à la voiture individuelle sur la voie douce, ou que ce soit à l'océan sur le PPA, on aurait eu 0. Donc ce document, il est fondamental pour le développement du Médoc, mais aussi de nos communes. Donc j'espère que, après diverses interventions, on puisse collectivement penser l'avenir de nos populations, sur qui la mobilité est le sujet principal. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 5, création de 2 autorisations de programme, la CGDC2 et matériel roulant, M. de Weber. Oui, maintenant il s'agit effectivement de créer donc 2 nouvelles APCP. Alors la première est assez logique puisqu'elle concerne la stratégie locale de gestion de la banque côtière numéro 2. La numéro 1 était déjà sous APCP, donc évidemment on garde le même mode de fonctionnement pour la stratégie numéro 2. Le matériel roulant, c'est une réflexion interne qu'on s'est menée. Finalement, on est dans un renouvellement assez régulier chaque année de notre matériel roulant. Et on s'est dit que finalement, le fait de mettre ça en APCP permettait d'avoir une visibilité et une programmation, en particulier des véhicules à remplacer sur plusieurs années. Donc ça permet une certaine souplesse. J'attire juste votre attention sur une petite coquille en termes de chiffres dans le tableau qui est joint. Quand on positionne sur le premier crédit de paiement de 2023 sur le matériel roulant, il est marqué 159 500 €. En réalité, c'est 169 500 €. Voilà. Donc il y a un petit décalage qui évidemment change la mission finale de la paie sur la partie la plus à droite. Voilà. C'est toujours sur la partie la plus à droite. C'est vrai. Des commentaires, M. Mas? Oui, pareil, sur cette délibération aussi, et la création de cette autorisation de programme, en fait, sur le matériel roulant, effectivement, ce sont quelque part des montants annoncés, donc 169 500, 107 et autres, et à l'inverse, on sait que on parlait de l'inflation tout à l'heure, mais aujourd'hui, sur les véhicules, il y a des temps d'attente relativement importants, donc déjà, faut-il les avancer, c'est-à-dire que là, je dirais 2023, on est déjà en 2024 quasiment pour avoir des véhicules, et surtout quasiment tous les véhicules ont doublé lorsqu'on est sur des locations longue durée ou sur aujourd'hui, l'intégralité des véhicules ont doublé. Donc je dirais attention et soyons vigilants par rapport à la flotte municipale et l'évolution des montants. Alors, sachant que là on est sur de l'achat, puisqu'on est en investissement. Et la deuxième chose, c'est qu'on a déjà anticipé cet achat, donc on est déjà en train de les travailler, et que sûrement l'assurance. Après, les APCP sont faits aussi pour être modulés en fonction que ce soit collectivité ou entreprise aujourd'hui, a une vraie visibilité sur ces investissements de demain. Donc rien ne gêne de voter l'APCP aujourd'hui et de pouvoir le modifier, puisqu'ils sont faits pour ça, pour mieux gérer nos communes. Moi, ça ne me dérange pas du tout, mais c'est surtout sur le mobilier roulant. Les équipes ont déjà travaillé sur les différents achats, et je pense qu'on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Mais bien gérer, c'est de voter ces APCP pour que par la suite, on ne soit pas embêté sur notre gestion et sur la réputation que vous faites et le budget. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 6, instauration de la majoration de taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Monsieur Delevert. Oui, donc là il s'agit... alors c'est un dispositif qui n'est pas nouveau en soi, il existe depuis quelques années. Simplement il était jusqu'ici réservé à un nombre de communes assez restrictives, avec des conditions donc, qui ne permettaient pas à la Cano de rentrer dans ce dispositif. Il se trouve que la loi de finances 2023, donc c'est tout frais, a ouvert justement le champ des conditions en les rendant plus atteignables pour beaucoup de communes françaises, avec des profils qui nous ressemblent beaucoup, puisque je vais vous les citer, vous allez voir tout de suite que ça nous concerne complètement, puisqu'il s'agit évidemment d'agir sur les problématiques de logement, dans les communes où il y a des difficultés sérieuses d'accès au logement, sur l'ensemble du parc résidentiel, avec en particulier des niveaux élevés des loyers, des niveaux élevés des prix d'acquisition des logements anciens ou de la production, également des territoires où on a des logements affectés à de l'habitation autre que principale, c'est-à-dire en gros de logements saisonniers par exemple de façon importante, donc évidemment on est complètement dans la cible. Donc voilà, donc tout ça nous amène ce soir effectivement à profiter de cette évolution législative pour rentrer dans ce dispositif de majoration de la taxe d'habitation.
sur les résidences secondaires, hein, puisque je vous le rappelle, la taxe d'habitation n'est plus payée que par les résidences secondaires maintenant, hein, puisqu'en 2023, les résidences principales, aucune ne paiera de cette taxe qui est disparue pour elles. L'enjeu est double. Donc l'origine de cette taxe, je viens de l'évoquer, c'est d'être un élément parmi d'autres, évidemment, c'est pas une baguette magique pour répondre à la problématique du logement à l'année. Mais c'est aussi, et bien évidemment, on comprend bien dans le contexte actuel, un élément aussi de réponse, parmi d'autres, aux problématiques budgétaires que la commune peut rencontrer. Hein. C'est une chance que nous avons et que toutes les communes n'ont pas, d'avoir ce levier en plus face à la crise inflationniste et aux nécessités budgétaires qui ont une finalité, je vous le rappelle, c'est évidemment de préserver nos services publics de proximité et nos capacités d'investissement dans les années à venir. Alors sur rester le sujet du taux, ce dispositif aujourd'hui laisse une latitude de choix pour les communes entre 5 et 60%. Il faut savoir qu'historiquement ce taux était fixe à 20%, il a été libéralisé en 2017. Nous faisons le choix, et nous proposons le choix ce soir de le positionner à 20%, qui est donc ce taux un peu historique. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est un taux d'équilibre. Il n'y a pas de volonté de matraquage fiscal dans cette décision. Donc les options d'aller jusqu'à 60% par exemple, ce que font certaines villes, hein, je pense à Bordeaux, hein, parmi les villes qui nous sont proches, qui sont à 60%, nous semble excessif. Et les 20% nous permettent déjà de dégager des recettes nouvelles importantes, hein, à peu près 400 000 €. Qui devrait générer une majoration moyenne par résidence secondaire de 71 €. Alors évidemment, ça variera selon la taille du logement, mais cela nous permet donc d'avoir cette politique qu'on considère d'équilibre. Voilà, donc c'est ce dispositif. Alors petite précision quand même, comme on est sur un dispositif très récent, on a un peu les agendas qui s'entrechoquent, puisque on est obligé de délibérer avant le 28 février si on veut bénéficier de ce dispositif. Alors que dans le même temps, on est dans l'attente de décret qui doit normalement lister toutes les communes concernées. Bon, on dit que nous sommes évidemment concernés, mais on n'a pas encore vu noir sur blanc. Donc espérons, nous on anticipe ce soir. Voilà, on le voit sur la carte, donc on anticipe ce soir. Espérons qu'on n'aura pas à refaire un conseil avant le 28 février pour confirmer après la sortie du décret. Bon, voilà, c'est un peu les affres du fonctionnement législatif français, si on peut dire. Voilà. Merci, monsieur de Bever. Y a-t-il des commentaires ou des questions ? Oui. Ici qui commence, madame Crombé. Donc j'ai deux questions sur cette délibération. Favoriser l'habitat local à l'année sur ce site touristique est un objectif très louable. Cependant, il est dommage de ne jouer que sur le seul levier de la taxation des propriétaires, alors qu'il en existe d'autres. En effet, quel message a donné la majorité municipale depuis 2014 en favorisant le développement de l'habitat touristique ? Je ne citerai ici qu'un exemple parmi d'autres, la vente d'un terrain municipal à la société Nacara derrière le casino. Alors même qu'un terrain communal peut servir à une politique locale d'aménagement cohérente, avec ce but affiché de favoriser l'habitat à l'année. En parlant d'affichage, je rappelle que cette vente avait eu lieu en 2019, un an, tout juste après que M. le maire avait affirmé dans la presse, en l'occurrence le Sud-Ouest, du 27 août 2018, je cite, « Nous ne voulons pas devenir un ghetto pour riches, où des promoteurs viendraient faire des coups. Des jeunes, des familles doivent pouvoir s'installer chez nous, etc. » Ma question est donc, pourquoi ce choix de ne faire peser cet effort que sur la taxation des propriétaires ? Ma deuxième question, en outre, peut-on évaluer le nombre de résidences secondaires et comment se répartissent-elles sur les trois principales zones agglomérées, la ville, le lac, l'océan ? Et si oui, pouvez-vous me faire parvenir cette répartition ? Vous avez terminé ? Oui. Monsieur Mas. Oui, alors cette délibération a été aussi débattue et longuement débattue en commission finances. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, M. de Bever, effectivement, je dirais que au départ, l'évolution de cette taxe sur les résidences secondaires et la possibilité de la majorer de 5 à 60%,
elle est dans un but de créer et de libérer peut-être du logement, des résidences secondaires qui peuvent revenir soit du logement locatif, soit effectivement de la vente et donc des propriétés qui pourraient être revendues. Donc je dirais que sur cet axe-là, je vous suis et vous le savez, et là je n'ai pas peur de le dire, ça n'engage que moi, j'aurais majoré encore plus cette taxe par rapport à l'évolution qui sera votée aujourd'hui. Après, là où je ne vous suis pas, mais par contre, c'est sans vous dire, c'est sur le fait que c'est un produit fiscal, effectivement, ça vous permet de jouer sur un budget. Moi, je préfère rester sur la première option qui dit c'est faire évoluer cette taxe pour demain aller chercher du logement pour les canoler, nos enfants, nos jeunes, nos anciens. Voilà, c'est juste là-dessus. Après, je suis effectivement tout à fait favorable sur ça. C'est un levier fiscal qui permet d'évoluer sur le logement. Merci. Du débat, je complète. Alors, Romain Crombé, sur les éléments. Alors, je ne comprends pas trop vous nous reprochez d'avoir favorisé la location touristique depuis 2014. Là, vous êtes précisément face à une mesure qui est plutôt vue dans l'autre sens. Donc, vous voyez comme quoi on a des politiques d'équilibre. Hein. Bon, alors je n'ai pas compris votre propos. Sur le seul levier des propriétaires, alors non, alors c'est vrai qu'encore une fois, on a cette problématique du 28 février qui fait qu'on en parle dès maintenant. Mais je vous rappelle qu'on a un budget qui va être voté dans quelques semaines, qui vous donnera un panel et une vision globale de comment est-ce qu'on aborde les problématiques budgétaires, et en particulier comment est-ce qu'on fait face à nos difficultés liées au surcoût lié à l'inflation. Et vous verrez que dans un souci qui nous anime depuis toujours, hein, on l'a fait de la même manière, souvenez-vous, en début de mandat précédent, quand on devait faire face à la chute brutale des dotations de l'État, on avait équilibré et la charge et l'effort avait été supporté par un certain nombre d'acteurs. Il y a un triptyque qu'on suit souvent, c'est-à-dire la commune fait des efforts, les contribuables font des efforts et nos visiteurs de passage font des efforts. C'est comme ça que ça a été conçu à l'époque. On regarde un peu la même philosophie ici. Je vous rappelle qu'on on a présenté un plan sobriété avant Noël qui déclinait un certain nombre de mesures qui sont des efforts importants en termes de fonctionnement interne qui permettent d'absorber une partie des effets de l'inflation. Celle-ci est une autre mesure, et c'est pour ça que j'ai évoqué que c'était une mesure parmi d'autres, et vous verrez au moment du budget, il y aura d'autres choses mises en place. Vous dites que c'est un levier uniquement qui fait peser sur les propriétaires. Attention, les propriétaires de résidences secondaires. Donc on est quand même sur pas tout à fait tous les propriétaires, loin de là. Donc voilà. Après, alors effectivement, finalement, il y a un peu tous les deux antipodes avec M. Mas, parce qu'on comprend que vous, finalement, vous trouvez que c'est trop, et M. Mas, lui, voudrait que ce soit un peu plus. Donc disons que vous avez une position centrale, ou centriste, je pense qu'effectivement, pour qu'une politique fiscale soit acceptée et comprise, elle a besoin d'être modérée aussi et juste. Je pense pas, et ça fait le lien avec les intervenants d'intervention de M. Mas, autant je pense que le coup de bambou, comme ça, de 60% ou 50% dès la première année, comme ça, très fort, c'est un message qui est assez violent à faire passer. Et de la même manière, je pense pas que les 20%, donc, on vous a fait quelques petites simulations sur ce que ça représente pris individuellement pour chaque propriétaire, parce que finalement c'est ça qui parle le plus que les chiffres au niveau global. On va peut-être vous les projeter, voilà. Donc on vous a mis quelques cas de figure. Alors bon, il y en a beaucoup d'autres qu'on aurait pu mettre, mais là on vous met deux types finalement de logements. Donc vous avez le premier, donc vous voyez sur un bâtiment à la Cano Océan de 44 mètres carrés, donc plutôt une petite maison. Donc on vous a vraiment décomposé toute la fiscalité qui est attachée à une maison aujourd'hui. Donc vous avez évidemment la partie taxe foncière, alors qui est en deux parties, puisque vous le savez, on a la taxe foncière donc, ce que vous payez en taxe foncière, vous avez la taxe foncière proprement parler, mais vous avez aussi la TOM, c'est-à-dire les déchets ménagers qui sont également intégrés. Et puis vous avez donc la taxe d'habitation, qui aujourd'hui n'est que sur les résidences secondaires, c'est pour ça qu'on appelle ça THRS maintenant. Et donc vous voyez, donc, par exemple dans le premier cas de figure, le surcoût de ces 20% représentera 51 € par an. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit un poids monstrueux à faire peser sur des propriétaires qui par ailleurs, depuis maintenant une petite décennie, grâce au travail d'attractivité qui a été fait, ont vu leurs biens prendre beaucoup de valeur et les loyers qu'ils peuvent en tirer s'ils font du logement saisonnier a également changé complètement de paradigme. Donc je pense que c'est un retour sur
vers la collectivité qui ne me semble pas insupportable. Vous voyez le deuxième cas de figure, là on est plutôt à la ville, sur une maison de plus grande ampleur, 133 mètres carrés. Là on monte à 94 €, c'est pas non plus des sommes folles. Et voilà. Alors après, ce qu'il faut bien intégrer, et ça c'est plutôt une réponse pour M. Mas, qui pourrait penser que c'est pas suffisant finalement pour générer le changement de stratégie, parce qu'effectivement, encore une fois, moi je crois qu'on peut tout à fait avoir un dispositif qui a deux objectifs. L'objectif à la fois de retrouver, de récupérer un peu du logement pour du logement à l'année, tout en ayant un intérêt budgétaire, parce que l'intérêt budgétaire et fiscal, rappelons-le, c'est l'argent qui sert aussi à être réinvesti pour les cannolés. C'est ce qui permettra de maintenir nos services de proximité, c'est ce qui permettra de faire les infrastructures et les travaux divers qu'on voit aujourd'hui le montrent bien. Donc cet argent, de toute façon, retombe toujours au service des mêmes personnes, c'est-à-dire les cannolés et les cannolaises. Donc, ce qu'il faut bien intégrer, c'est finalement la différence aujourd'hui entre un propriétaire résidence principale et un propriétaire résidence secondaire. Quelle est finalement la différence par rapport aux impôts locaux? Et aujourd'hui, si on fait par exemple le calcul sur le premier cas de figure, si je suis en résidence principale, en réalité, je vais payer donc 436 plus mes 96 € de tonne, c'est-à-dire 532 €. C'est tout. Alors que celui qui est en résidence secondaire, lui, il a donc la THRS classique à payer, plus les 20% que nous proposons ce soir, ainsi que la TH d'Interco, que vous avez aussi sur le tableau, puisqu'il y a une petite partie qui part sur la CDC. Tout ça amène à 1034 €. Vous voyez, et la ligne du dessous est à peu près dans les mêmes proportions, on est à 798 € de taxes foncières, auquel on va ajouter la TOM à 176 €, ce qui vous fait 974 €, en comparaison avec celui qui est un propriétaire de résidence secondaire, qui lui est à 1893 €. Finalement, ce qui ressort, vous le voyez, on est quasiment sur un rapport de simple au double. Bon, cela, je pense que c'est un différentiel qui est quand même réel et pertinent. Et je pense que ça peut rentrer en réflexion dans quelqu'un qui approche une stratégie. Alors, est-ce que mon bien, je le mets en location que l'été? Ou alors, est-ce que je vais chercher un locataire à l'année? Il y a des avantages et inconvénients. Mais enfin, voilà, là, la réflexion peut être menée. Après, voilà, ça sera forcément à la marge. Et, on ne va pas tout révolutionner avec cette mesure. On en est bien conscient. Mais voilà, c'est en tout cas un élément qui a vocation à s'ajouter à d'autres politiques dans le même genre qui suivent cet objectif-là. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci, M. Debevert. Sur le nombre, tout le monde le connaît, moi je ne vais pas diviser la cano, donc je vous donnerai le nombre de résidences secondaires qui est à peu près entre 71 et 60%, qui a tendance un peu à baisser, puisque pas mal de résidences secondaires sont achetées pour en faire des résidences principales, ou sont occupées de plus en plus une grande partie de l'année. Moi je mange le déjeuner à midi avec 4 résidences secondaires qui m'ont un peu chambré, mais dont vous doutez bien l'arrivant. Ça n'a pas duré très longtemps, les sommes ils les ont vite calculées, parce que c'est des gens qui calculent en général très très vite. Mais ils nous ont surtout parlé, et Adrien Debevert l'a souligné, de la plus-value qu'ils avaient faite depuis leurs achats, depuis 15, 20, ou même les 5 dernières années, sur leur résidence. Alors aujourd'hui, qu'ils reversent un peu de produit de cette taxe à la commune, moi je n'y vois pas un véritable scandale, mais ce qui me surprend, Mme Crombé, c'est quand même, comme vous dites, uniquement les propriétaires. Mais votre souhait, c'est d'augmenter la taxe foncière au cannolé et la taxe Pas du tout. Quel est notre levier? Alors dites-moi, les leviers fiscaux que nous possédons, il n'y en a plus que deux, puisque la TH, comme vous savez qu'elle a disparu pour le cannolé, mais la taxe foncière aujourd'hui, on n'a pas l'intention d'y toucher. Quand M. Mas demande par exemple 25% ou 30%, on y arrivera peut-être un jour, je ne sais pas. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est équilibrer nos recettes et maintenir notre dynamique d'investissement dans les années qui viennent. Et aujourd'hui, on a besoin de ça pour équilibrer nos budgets. On sait tous, par le prix de l'énergie, l'inflation, mais aussi toutes les augmentations qui ont été faites sur le point d'indice et sur le volume que dégage le salaire de nos agents, on sait qu'en 2023, on dépassera les plus de 900 000 € de charges supplémentaires. Ça ne me réjouit pas d'augmenter, on ne l'a pas fait depuis 6 ans, 7 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, de le faire et de bénéficier de cette TH pour, justement, que ça bénéficie au logement, je trouve que l'exemple que vous avez relevé à travers la CARA et la résidence de tourisme, bon, je pense que vous n'avez pas relu le PLU, qui est la ville de tous les services et qui distribue des OAP avec cette résidence de tourisme qui était programmée, mais aussi les 7 autres qui organisent le scolaire, la santé, l'habitat, avec du patrimoine de la ville. La difficulté aujourd'hui que nous avons, elle est double.
elle est à la fois avec les services de l'État déconcentrés qui, dès qu'on a passé le lac, on n'a pas de problème sur la ville et sur l'océan. Dès qu'on arrive sur le lac, qu'on arrive sur cette gigantesque zone humide de Médoc, d'obtenir des autorisations de défricher sur des terrains parfois où il n'y a pas un seul arbre, où on trouve toujours la plante miracle. Aujourd'hui, on a perdu, je pense, la notion du troisième pilier du développement durable, qui est le social et l'humain. C'est plutôt référence à la chenille et au sanglier, parce que sous le massif des Landes de Gascogne, la biodiversité, elle n'est pas si énorme que ça. Donc aujourd'hui, on a cette première difficulté d'avancer avec des autorisations pour construire sur des terrains dont les mêmes services de l'État avaient vanté les orientations dans le cadre de ces observations sur notre PLU 2017. Il était formidable. Les mêmes aujourd'hui nous demandent encore de réduire, mais surtout de monter. C'est-à-dire que vous avez un terrain d'1 hectare, je vous donne 1000 m², vous n'avez qu'à faire 10 étages. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas consommé, vous n'avez pas artificialisé. Une fois de plus, le législateur a fait des lois pour les métropoles, et nous, le Médoc, on est assis sur une gigantesque zone humide, mais autour de ces zones humides, nous, les responsables locaux, nous avons créé des marais, nous avons restauré des marais, nous avons créé des zones humides, sur tout ce qui est autour des lacs médocains, mais aussi autour des bassins, mais nous avons préservé surtout 90% de cette ville qui aujourd'hui est inconstructible, et pour moi, je pense qu'on a déjà fait le boulot. Et on nous demande, dans les bourgs, aujourd'hui, entre le PPRIF et toutes les autorisations réglementaires, et je vais vous citer un cas qui va vous toucher, celui de la gendarmerie, où aujourd'hui, on nous demande encore de reprendre des études environnementales sur un terrain qui doit être un des plus pauvres de la Canon. Donc on n'arrive toujours pas à signer ce permis. Heureusement, on a un sous-préfet qui est quand même très avenant sur le sujet. Au moment de signer le permis de construire, on a reçu un avis négatif des services de l'État qui ne sont encore pas d'accord sur le périmètre à défricher. Il y a 4000 mètres, hein. Vous savez, vous connaissez le dossier. Donc aujourd'hui, le deuxième problème, c'est le manque de réactivité des bailleurs sociaux qui aujourd'hui font preuve d'une mollesse et finalement aussi d'un manque d'organisation. On s'aperçoit que leurs services sont complètement perturbés par des changements ou des nouvelles affectations ou des départs, et qu'en face de nous, on n'a pas les bons interlocuteurs. Donc on est avec eux aujourd'hui sur une capacité, je ne vais pas vous le cacher, ça va peut-être faire peur, à peu près 200 logements sur le bourg, où on sera sur l'accession à la propriété et le locatif, parce que ce que nous avons proposé au Canolet, c'est la ligne de tous les services. Mais si vous voulez des services, il faut aussi des gens qui travaillent. Et ces gens-là, aujourd'hui, quand ils trouvent un emploi sur la Canon, ils ne peuvent pas se loger. Et c'est ça qui nous empêche de dormir. Ils vont au Porge, c'est aussi cher, il n'y en a pas. Ils vont un peu plus loin, c'est le bassin d'Arcachon. Ils vont à l'est, c'est la métropole. Les prix sont aussi chers que chez nous, sinon plus. Quand on va vers Carcarou-Courtel, ça commence à devenir aussi énorme. Ils ne vont pas habiter à l'Espar pour venir travailler à la Canon. Ceux qui travaillent à l'Espar et qui font la route tous les jours le savent. C'est compliqué, c'est difficile. Donc on a une ville aujourd'hui qui réunit tous les atouts pour faire la ville de tous les services. Je pense aussi, vous l'avez défendu avec nous, au pôle de santé au Moutchik, qui concentrait une mini-clinique qui permettait aux Canonais de plus se déplacer. On avance aussi sur le lycée, on avance sur les logements, mais pas aussi vite que nous le souhaitons. Donc cette imposition, moi je souhaite qu'elle soit effective dès cette délibération prise, mais je ne compte pas, et on en discutera bien sûr, puisqu'on a un séminaire finance pas plus tard que dans quelques jours. On ne touchera pas à la taxe foncière du Canolet. Donc il faut équilibrer, il faut aller chercher des recettes. Et quand la Cano travaille sur ces 900 000 € à aller chercher pour boucler son budget 2023, moi je pense aux communes qui ne bénéficient pas de cette taxe et qui déjà ont été impactées par un tiers de dotation en moins entre 2014 et 2017. Ça va être très compliqué pour les collectivités aujourd'hui de sortir de cette nasse à la fois réglementaire et financière. Voilà ce que je voulais rajouter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 2. Je vous remercie. Délibération numéro 7, demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR pour 2023. Monsieur Le Gars. Oui. Ah non, c'est toi qui rapporte? Oui, non. Oui, au général des finances. C'est une erreur de... Bon. Allez, Je le fais, c'est hein, parti. ouais. Bon, de toute façon, c'est une délibération là, pour le coup, qui est assez classique. Hein. Vous savez, tous les ans, on se positionne sur la DETR. Alors à chaque fois, il faut trouver le projet qui correspond aux critères. Donc cette année, en fait, on est sur un projet d'ailleurs que monsieur le maire a évoqué en introduction,
qui est le projet de cheminement piétonnier avenue des Landes, qui est estimé à 221 210 € hors taxe, et donc on espère une subvention qui pourrait se monter jusqu'à 55 302,50 €. Voilà. Y a-t-il des commentaires? Monsieur Mas. Oui, alors un commentaire, parce que justement ça reprend ce que vous disiez, monsieur le maire, c'est que depuis la Meule, on pourra venir en vélo ou à pied. Malheureusement, on ne pourra venir qu'à pied, vu que c'est un projet avec un cheminement de 1,50 m. Et c'est vrai que c'est ce que je pourrais regretter dans le cadre de cette étude, vu qu'on a quand même... Vous prenez le vélo quand vous êtes alcoolisé, parce que moi, 1,50 m, ça me suffit pour le faire le vélo. Je fais attention. Ah non, mais 1,50 m. L'alcool est dangereux pour la santé, monsieur le maire. Ou alors vous avez beaucoup grossi, vous, ça va? Mais ce que je veux dire, c'est que, plus sérieusement, c'est qu'effectivement, là, vous avez travaillé sur un schéma de mobilité. Effectivement, on est de plus en plus à se déplacer soit à pied, soit en vélo. Et je regrette vraiment que depuis l'avenue des Landes, à partir du moment où on a le carrefour, l'avenue de Gaulle, et on a aussi le carrefour avec l'avenue le chemin de Curate, et aussi la jonction derrière l'ancien CCAS en espace partagé et en piste cyclable, je regrette que ce tronçon-là ne soit pas, ou n'ait pas été étudié à 2,50 m. Voilà. Chaque chose en son temps, mais 1,50 m quand même. Après, ça ne sera pas une autoroute à vélo comme quand on rentre dans laquelle océan, à la gendarmerie. Je pense que 1,50 m, je pense que ça sera assez confortable. Et comme on a des trottoirs d'avenue des Landes, on revient sur le passage piéton entre les deux barrières. Ça a quand même un certain confort. On verra l'usage, on ira faire un petit tour en vélo au centre technique tous les deux. Puis on regardera si ça passe, d'accord? Non, mais c'est une question aussi d'avancer vite, c'est aussi une question de coût quand on élargit. Donc 1,50 m, dès qu'elle est faite, je vous appelle, on prend nos vélos électriques et on y va. Électrique. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 8, demande de subvention nettoyage des plages océanes. Monsieur Cazenave. Bonsoir à tous. Donc c'est une délibération habituelle tous les ans. Donc on va solliciter une subvention auprès du conseil départemental pour le nettoyage des plages. Donc vous savez que la dépense pour le nettoyage des plages est d'environ 96 000 € pour l'année 2022. Je vous rappelle que quand on était arrivé, on était aux alentours de 400 000 €. Et tout ce qui concernait les passages des cribleuses, le ramassage des poubelles sur la plage, aujourd'hui on a quand même bien revu cette enveloppe. Et donc, comme tous les ans, on va aller chercher une subvention de 32 305 € auprès du conseil départemental. Voilà, donc vous êtes invités pour solliciter cette subvention du conseil départemental pour le nettoyage des plages au titre de l'année 2023. Merci Hervé Cazenave. Y a-t-il des commentaires sur le nettoyage des plages océanes? Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. On monte en gamme avec la stratégie locale de gestion de vente côtière sur la délibération numéro 9 avec l'adoption de la convention de partenariat avec la CDC Médoc-Atlantique et du plan prévisionnel de financement 2023-2024. Monsieur Cazenave. Oui, donc la stratégie 2, c'est parti. Je vous rappelle que la première stratégie, on avait fait le bilan lors de la délibération du conseil municipal du 16 novembre, que cette stratégie numéro 1 a été portée par la commune. Dans le cadre de la compétence GEMAPI que possède la communauté de communes, donc le suivi des stratégies est donc porté par la communauté de communes, et du coup la stratégie numéro 2 de la Canon sera portée en majorité par la communauté de communes. Donc la communauté de communes assurera donc la maîtrise d'ouvrage et l'animation principale, et la commune va quand même garder quelques actions communales, de rang communal, comme les actions d'urbanisme, de l'environnement et la gestion des risques, la communication et l'animation de proximité. Donc le bilan, l'examen du plan d'action 2023-2030 de la stratégie par les différents partenaires et cofinanceurs
a suscité en fait une réduction de leur part, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas souhaité subventionner la totalité de l'action 2023-2030, mais de travailler sur des périodes plus courtes, c'est-à-dire de ramener le premier tronçon de 2023-2024. Donc le plan prévisionnel de financement ressort un montant de 3 482 290 €, donc en sachant que la plus grosse partie sera portée par la communauté de communes, donc 3 195 300 €, et pour la partie communale, ce sera 286 990 €. Donc les recettes vont se monter de la part des partenaires à 2 84 449 €, sachant que sur les partenaires, 38% sera porté par le FEDER, 16% par la région Aquitaine et 5% par l'État. Voilà. Et ensuite, on aura une part d'autofinancement de 40%, dont 37% sera porté par la communauté de communes. Je ne vous dis pas la totalité des chiffres, pour éviter d'être trop long. Donc l'objectif du partenariat est de mettre en place une gouvernance locale qui assure une continuité avec les études et travaux entrepris depuis 10 ans. Une cohérence aussi avec les travaux, les autres travaux qui sont sur la commune, je pense notamment au plan de relance, le confortement de l'ouvrage, voilà. Donc il s'agit également de mettre en place des conditions de bonne interface politique et technique entre les deux maîtrises d'ouvrage, favorables à une mise en œuvre du plan d'action et au dialogue avec les partenaires et les cofinanceurs. Le dispositif propose pour la gouvernance un comité de suivi local composé des élus des deux collectivités, des directeurs généraux des services et des agents en charge du littoral et de la stratégie locale. Son rôle et son fonctionnement sont décrits dans la convention de partenariat ainsi que les aspects administratifs et financiers. Un projet de convention de partenariat est proposé donc en annexe. Il est susceptible d'évoluer au fur et à mesure au souhait des deux parties, en fonction de l'évolution des travaux. Donc, voilà, donc vous êtes invités à adopter le plan de financement 2023-2024, autoriser M. le maire ou son représentant à rechercher les meilleurs financements possibles jusqu'à 80%, autoriser M. le maire ou son représentant à déposer les demandes de subvention auprès des différents cofinanceurs partenaires et adopter la convention de partenariat avec la communauté de communes Médoc-Atlantique fixant les modalités de mise en œuvre partagée de la stratégie locale de la gestion de la bande côtière de Lacanau à compter de 2023, autoriser M. le maire ou son représentant à signer les documents afférents. Merci M. Cazenave. Vous doutez bien que sur cette délibération, ce transfert de compétences, on l'a déjà évoqué bien sûr en communauté de communes, nous ne voulons pas relâcher puisque nous sommes autour de cette table du conseil municipal 6 assiégés à la communauté de communes et qu'on ne perd pas la main, même si les services de la communauté de communes dont on connaît l'efficacité des interlocuteurs, mais nos services, ceux de la communauté et les élus communautaires seront mobilisés sur ces stratégies. Je dis bien que nous sommes 6 à travailler sur ce sujet très très important pour la commune. Moi j'ai bien aimé le 2 ans pour permettre de faire quand même un petit bilan, de ne pas sauter sur ces années-là, surtout sur des fonds européens qui aujourd'hui ont quelques doutes à être maintenus dans le futur. Ça nous permet aussi de continuer le travail avec les ministères, les législateurs, pour voir comment financer les futures stratégies, parce que celle-là va coûter peu cher par rapport à l'ouvrage qui va nous protéger à 2050-2100. Donc ça c'est important de le faire, et aujourd'hui les contacts qui sont établis avec eux, le rapport de la Cour des comptes devrait sortir dans quelques jours pour justement être rendu au ministère, puisqu'on avait été audité, on avait fait des propositions de financement pour ces ouvrages dans le futur. Il faut savoir par exemple que notre communauté de communes reverse aux autres communes dans le cadre de la solidarité et de la péréquation 3,5 millions par an. Donc est-ce que l'État ne peut pas regarder aussi comment, dans le cadre d'une solidarité nationale, puisqu'il n'y a pas que les canolés qui fréquentent le canon, aussi permettre à la communauté de communes de se servir de ce FDIC, de ce fonds de péréquation, pour financer une partie des travaux, parce que la Cano a bien sûr sa stratégie, Montalivet a sa stratégie, Soulac a sa stratégie, et nous avons, puisque nous l'avons reçu en cadeau il y a quelques mois, les digues estuariennes
qui nous amène aussi à dépenser beaucoup d'argent, à la fois sur le fonctionnement, puisque les digues s'entretiennent aussi à l'année, qui a fait que la communauté de communes a aussi investi dans du matériel, a embauché du personnel, et que c'est aux alentours, dans les 10-15 ans qui viennent, allez, je dirais 15 ans, à peu près 100 millions d'euros de travaux qui doivent être réalisés à la fois sur le côté océanique et le côté estuarien. Donc vous dites bien que seul, quand on lève une taxe que vous payez, qui est la taxe GEMAPI, qui est calculée au nombre d'habitants, encore un énarque qui a dû trouver ça intelligent, quand nous sommes sur un territoire aussi grand que le nôtre, et que nous sommes 25 000, quand vous avez une taxe qui est calculée à 40 euros par habitant, ça fait 1 million d'euros. Quand vous la levez sur Aix-Marseille, où il y a 2 millions d'habitants, c'est pas les mêmes sommes. Donc aujourd'hui, on a des travaux importants qui correspondent à ce que pourrait engager une métropole sur des gros travaux d'urbanisation. Donc là aussi, il faut qu'on réfléchisse autrement et que la solidarité nationale, je dis bien nationale, elle s'exerce autrement que par GEMAPI, qui a été une taxe qui, une fois de plus, on ne nous a pas donné que la taxe, on nous a donné aussi, rappelons-nous tous, là, collectivement, la responsabilité de ces ouvrages, et la responsabilité de ce qui se passe à la fois sur l'estuaire et sur l'océan. Et ça, c'était beaucoup plus grave pour moi, je l'avais soulevé à l'époque, mais la responsabilité, c'est nous. Donc toutes ces choses-là font que sur ces 2 premières années stratégiques, on va pouvoir continuer à travailler et à regarder un peu comment on va financer, parce que nous, on est déjà dans le coup d'après, vous le savez bien, cette stratégie-là, elle est en route. Les travaux, je l'ai soulevé tout à l'heure, ont démarré pour le rehaussement de l'ouvrage pour un début de stratégie 2. Donc, important de rester mobilisé sur ce sujet-là, qui amène parfois certains à s'assoupir. Non, il faut toujours avoir le coup d'avance, parce qu'autrement, on ne sera pas au rendez-vous de la réussite. Y a-t-il des questions, des commentaires? Monsieur Mas. C'est tout à fait un commentaire d'ailleurs après, qui va totalement dans votre sens, parce que ce que je voulais rappeler dans le cadre de cette stratégie, c'est aussi aujourd'hui avec la communauté de communes qui met quand même 1,3 million dans le cadre de cette délibération. On regarde le fonds FEDER, il y a 1,2 million, c'est-à-dire qu'on met plus que le fonds FEDER. Et ça veut dire que les budgets de la communauté de communes, demain, seront grévés effectivement dans le cadre de la compétence GEMAPI, vous venez de le dire, avec un littoral et un littoral estuarien aussi, effectivement, vont être fortement grévés. Donc il va falloir aller chercher une solidarité nationale, certainement, et peut-être notre méthode de calcul, effectivement, sur la taxe GEMAPI, parce que sinon, ça sera de plus en plus compliqué. Ça rejoint totalement ce que j'allais dire, mais si vous voulez montrer aussi l'implication de la communauté de communes et dans son budget concernant la stratégie sur le littoral et le littoral estuarien. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. On poursuit avec la délibération numéro 10 avec la stratégie locale de gestion de la bande. Sur le transfert des contrats en cours, M. Cazeneuve. Oui, donc dans la première, dans le cadre de la stratégie 1, donc on avait passé des accords cadres, donc un accord cadre donc, dans le cadre du rechargement de sable avec la société Gentoli pour une durée de 48 mois, donc qui avait commencé en 2019. Donc du fait qu'on repasse la compétence à la communauté de communes, donc il va falloir faire un avenant auprès de avec cette société de façon à, pour la dernière année, pouvoir passer que ce soit la communauté de communes qui prennent en charge donc, le règlement et qui touche les subventions adaptées pour le règlement de cette intervention. Et une deuxième convention qui était une convention de partenariat avec le projet EPOC, l'Université de Bordeaux, je veux dire, les interactions entre le comportement mécanique des ouvrages de défense pour la protection du littoral et les processus hydrosédimentaires contrôlant la dynamique du trait de côte. Voilà, c'était une approche expérimentale. Voilà, ça c'était difficile. Ça fait sourire, mais il y a quand même l'implication de tous les partenaires, en particulier en Nouvelle-Aquitaine. Donc il faut le souligner. Tout le monde est autour de la table. Après, il faut prendre des décisions, on sait les prendre, mais c'est important qu'ils soient prévenus. Voilà, sachant que cette étude n'était pas uniquement que canolaise, puisqu'elle concernait aussi Biscarrosse. Donc voilà, pour voir sur différentes plages sableuses quelle était en fait la mécanique les mouvements de sable, puisque nous on a un enrochement et c'est au droit de l'enrochement que ces tests sont faits, et à Biscarrosse c'est juste la dune naturelle, donc c'est pas forcément
la même réactivité. Donc voilà, donc cette étude, vous avez en annexe donc cette convention qui va être modifiée, en sachant qu'il y aura un petit changement, c'est plus le président de l'université a changé et le nouveau nom c'est monsieur Dan Lewis et non Manuel Tournon de Lara. Voilà, c'est là-dessus qu'il y aura. Je ne savais pas qu'il est parti de Lara. Voilà, il y a un an. Il est parti à la retraite avant que ça change. Je ne sais pas, mais voilà. Donc aujourd'hui c'est monsieur Dan Lewis depuis un an qui est directeur de l'université de Bordeaux. Parfait. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 11, convention de mise à disposition Enedis sur l'arbre AC3M à Talaris. Qui lui rapporte cette délibération? Monsieur William. C'est pas ton nom, mon Philippe. Ah bon? Mais non. Si, c'est un qui s'appelle William. C'est à toi. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ah, c'est marqué là, mais pas là. Oui, c'est à vous. Merci. Bonsoir à tous. Pour maintenir un service de qualité, Enedis doit sans cesse améliorer et moderniser son réseau électrique. Aujourd'hui, l'entreprise a besoin d'installer une armoire de commande, ça s'appelle une AC3M, sur la parcelle A1606 qui appartient à la ville. Cette parcelle est située à côté du transformateur qui est déjà implanté sur le bas-côté de la ceinture de Talaris, entre l'entrée et la sortie de la déchetterie. Voilà. Donc, il est donc nécessaire aujourd'hui d'établir une convention qui définit les droits et les obligations de chacun, de la ville et de la société Enedis. Vu donc le Code général des collectivités territoriales, l'avis de la commission bâtiment, voirie et réseau. Vu la convention qui est jointe à votre délibération et pour la mise à disposition à Enedis, et considérant la nécessité de concéder à Enedis à titre de droit réel et au profit de la distribution publique d'électricité, vous êtes invité à délibérer pour autoriser le maire à signer cette convention de mise à disposition et l'acte authentique nécessaire à la constitution de cette servitude. Merci, monsieur William. Des commentaires sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Délibération numéro 12, licence d'entrepreneur de spectacle vivant. C'est Cyril. C'est Cyril, oui, j'ai bien vu, on m'a prévenu juste après. Donc on était un peu limité dans le cadre de nos activités culturelles. Donc aujourd'hui on a besoin d'une délibération justement pour lancer l'obstention de la licence d'entrepreneur de spectacle vivant. Donc vous le voyez dans la dernière partie de la délibération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez faire que 6 museaux par an. Aujourd'hui, être entrepreneur de spectacle nous permettra de faire appel à des personnels, en particulier les intermittents du spectacle, de pouvoir assurer tout au long de l'année nos représentations. Donc aujourd'hui, cette délibération a été faite pour lancer cette procédure-là. Donc c'était M. Cyril Renolo qui devait la présenter. C'est moi qui vous la présente ce soir. Et elle est faite pour solliciter la licence d'entrepreneur de spectacle de catégorie 1, 2 et 3. Donc on aura cette autonomie qui nous permettra de pouvoir être encore plus ambitieux dans notre politique culturelle. Y a-t-il des commentaires à faire sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 13, modification du tableau des effectifs. Madame Fritsch. Bonsoir. Oui, donc, cette délibération, comme vous avez pu voir, c'est suite à un poste en fait, qui était occupé par un agent qui a des problèmes de santé. Et le conseil médical, en fait, n'a pas autorisé l'agent à revenir sur ce poste. Donc, du coup, c'est pour de proposer donc, la transformation du poste de cet agent qui compte revenir à une plus grande polyvalence et à aller dans d'autres services administratifs. Voilà. Merci Madame Fritsch. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 14, création d'un emploi non permanent. Madame Corinne Fritsch. Donc cela vient avec la délibération que Monsieur le maire vous a également présentée, donc dans la politique culturelle qui est grandissante. Donc cette
création de poste est un chargé de projet qui aura un contrat un contrat limité. En général, ces personnes, de toute façon, ne sont pas intéressées par des contrats, des CDI, voilà, qui aiment bien bouger. Donc ça vient pour renforcer le secteur culturel, voilà, qui chapeautera tout le service. Voilà. Oui, oui. Je parlais aussi de ce sujet avec le banquier. Donc, important de s'élever. On a renforcé cette politique, mais on a été très ambitieux, mais on s'est aperçu derrière, et c'est toujours l'expérience qui fait qu'on réajuste et qu'on réorganise. Vous ne l'avez pas vu, hein. Le public, tout se passe très très bien, nous on l'a vu. Et j'ai été obligé quand même de prendre ces décisions-là et de pouvoir retravailler pour qu'on ne mette pas nos personnels en danger. Et ça c'est le principal. Et il est arrivé que parfois, il n'était pas en danger, mais s'il l'avait été ou s'il y avait eu un incident, je ne sais pas si ça n'aurait pas été un peu compliqué pour nous. Donc aujourd'hui, je le dis en toute franchise, on a besoin de sécuriser nos agents, mais aussi de pouvoir mieux organiser les manifestations, parce que justement, ils seront dans les meilleures conditions pour travailler. Donc merci d'avoir présenté cette délibération. Je voudrais saluer ton travail, parce que tu n'as pas la délégation la plus facile, ma chère Corinne. Voilà. Y a-t-il des commentaires? Y a-t-il des votes contre? Madame Leblanc contre? D'accord. Madame Leblanc aussi? D'accord. Vous saluerez Madame Leblanc parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ça me fait penser à un film, Madame Leblanc. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je pense que nous allons passer un petit moment de convivialité tous ensemble. Bonne année à tous.